Alors, mesdames, messieurs, la première question qui est issue de ce qu'on vient de trouver à la réunion de ces débris, c'est que, ça y est, finalement, on a résolu l'énigme du MH370, résolu. Non. La seule chose qu'on a résolue, c'est qu'on sait maintenant, de façon pratiquement certaine, que c'est une pièce d'un Boeing 777 et que, selon toute vraisemblance, c'est une pièce de l'avion de la Malaisienne. Donc on sait de façon certaine maintenant que cet avion s'est abîmé en l'air. En mer, je veux dire. Souvenez-vous, toutes les rumeurs qui ont couru pendant des mois, à savoir que cet avion s'était posé sur une île déserte, que cet avion avait pu s'écraser dans une forêt tropicale, qu'il pourrait y avoir encore des survivants, toutes ces hypothèses-là, les plus farfelues, disparaissent instantanément. Ouais, donc ça, au moins, on le sait. C'est ça. Maintenant, on sait que l'avion s'est abîmé en mer. C'est une certitude. Ouais. Tout de même, il y a une drôle de situation parce qu'on a d'un côté une autorité qui est le Premier ministre de Malaisie qui donne des informations, y compris des infos pas connues en France, et puis on a un double discours puisque la justice française a l'air beaucoup plus sceptique. Alors, la complexité de cette affaire, c'est qu'il y a deux enquêtes qui sont menées en parallèle. L'enquête judiciaire française et donc l'autorité en charge de la communication, c'est le procureur. Et l'enquête internationale dirigée par la Malaisie et l'autorité en charge de la communication, ce sont les autorités malaisiennes. Et donc, charge à elles de se coordonner. Et il ne semble pas que c'était le cas hier soir. Mais ils ne disent pas la même chose. Ils ne disent pas tout à fait la même chose et je ne sais pas pour quelle raison. Je pense que le discours du procureur est très prudent et je pense que s'il employait cette expression de présomption, c'est qu'il n'y a pas à ce stade de certitude absolue et ça sera l'objet des analyses des prochains jours et des prochaines semaines que de déterminer à coup sûr sur des preuves matérielles que cette pièce provient bien du vol du MH370. Michel Polaco, qu'est-ce qu'on peut dire des 777? Il n'y en a pas beaucoup qui se sont plantés, il n'y a pas beaucoup de pièces qu'on laisserait comme ça, Boeing laisserait. Donc quand même le fait même que ce soit une pièce de 777, déjà ça dit tout, non? Oui, ça dit tout. C'est vrai que depuis 8 jours, on sait que c'est un flaperon de 777. Il y en a eu 1500 de construits. Ce ne sont pas des pièces d'usure. Ça ne se promène pas dans les soutes d'avion ou dans les soutes de cargo. Donc ça ne peut pas se perdre en mer. Donc ce flaperon droit d'aile de 777 ne peut correspondre qu'au vol MH370. Hier après-midi, ils ont passé très peu de temps, tous ces experts. Ils ont fait, je dirais, de l'observation. Ça a été un moment de rencontre. Et puis à partir de là, ils ont constaté le numéro de la pièce correspond au part catalogue, le numéro du catalogue. Et puis ils en ont fait une déduction. Les peintures ont l'air de ressembler aussi. C'est le MH370. Et selon toute vraisemblance, ils ont totalement raison. Mais la justice, elle ne raisonne pas comme ça, la justice. La justice, elle a besoin d'avoir des choses qui soient démontrées, démontrables, opposables. Et c'est pas une démonstration, ça? Non, c'est pas une démonstration. La démonstration, c'est quand on aura analysé la peinture, qu'on aura dit, voilà, c'est du H2 48 26 je sais pas quoi, on aura analysé l'aluminium, on aura dit c'est du je sais pas quoi, on aura démonté la pièce, parce que sans doute on va l'ouvrir après avoir fait un certain nombre d'opérations d'observation, on va l'ouvrir pour regarder s'il y a d'autres numéros sur certaines pièces, et à partir de là, on va essayer de la remarier avec son avion. Et là, on pourra dire, et ce sera opposable aux familles, à n'importe quel pays qui contesterait, on pourra dire, voilà, ça, nous, on peut vous le garantir, c'est pas possible autrement, on a la preuve. Mais hier soir, on n'avait pas la preuve, d'où cette frigidité du substitut du procureur. Et en même temps, il est logique, si vous voulez, que l'autorité qui est en charge de la communication et qui est quand même extrêmement traumatisée par cette affaire, c'est-à-dire les Malaisiens, veuille aller vite et veuille dire, bon, voilà, il y avait un mystère, il n'y a plus de mystère. Si vous voulez, cet avion s'était volatilisé, cet avion n'est plus volatilisé. Maintenant, cet avion, il est au fond de l'océan Indien, au sud de l'océan Indien, il faut le retrouver. Il y a évidemment des inconnus énormes, comment il est arrivé là, dans quelles conditions, qu'est-ce qui s'est passé, on y reviendra tout à l'heure. Mais en tout cas, le mystère, ce n'est plus un mystère. Hélène Romano, ce n'est plus un mystère et en même temps, ces ambiguïtés, ça fait courir quand même un poids, oui, un poids très pour les lourd, familles. alors.
c'est une certitude qui ouvre d'autres brèches sur d'autres incertitudes. On voit bien que c'est que le début, enfin ça continue pour les familles dans un contexte d'insécurité extrêmement difficile. Mais ce qui s'est passé hier soir montre bien ce que vivent d'autres familles endeuillées en dehors de ces catastrophes-là. C'est très fréquent. La logique judiciaire, c'est pas la logique médiatique, c'est pas la logique politique, c'est pas la logique des endeuillés. Et ce qui est très compliqué, c'est quand vous êtes endeuillé dans la souffrance, dans le désespoir, vous avez besoin de preuves, d'être assuré. Et la logique judiciaire, elle a besoin, comme vous le rappeliez, de preuves avérées. La logique politique, médiatique, elle est sous pression de l'opinion publique et il y a besoin de communiquer autrement. Et quand tout ça se chamboule, ça crée ce qui s'est passé hier soir, une espèce de yo-yo émotionnel qui est très compliqué pour le grand public, mais qui est extrêmement douloureux et survictimisant pour les familles. Dans cette catastrophe, mais dans d'autres faits divers, ce sont des choses que l'on voit malheureusement souvent. Alors on va revenir en image sur ce qu'on a appris, sur ces éléments de preuve ou de méthode au moins dans la progression vers la fin du mystère éventuellement. 17 mois après le début de ce qui est l'un des plus grands mystères tout de même de l'aviation civile, on retrouve donc un morceau d'aile de Boeing 777 sur une plage de la Réunion. La Malaisie confirme qu'il s'agit du vol disparu. La justice française, on vient de le dire, semble sceptique et du coup c'est la stupeur tout de même chez les experts, les spécialistes et chez les familles des victimes. Magali Lacroze. 1 an et demi de questions sans réponse, d'affirmations contradictoires. La disparition du MH370, le plus grand mystère de l'aviation civile, commencerait à se dissiper. C'est avec une immense tristesse que je vous annonce qu'une équipe internationale a conclu que les débris d'avions trouvés sur l'île de la Réunion appartiennent bien au MH370. La première preuve concrète, recrachée par la mer sur une plage de l'île de la Réunion, un morceau d'aile. La France, bien plus prudente, préfère nuancer les déclarations du Premier ministre malaisien quelques heures plus tard. Au vu des constatations effectuées par l'expert, nous pouvons dire aujourd'hui qu'il existe de très fortes présomptions pour que le flaperon retrouvé sur une plage de l'île de la Réunion le 29 juillet 2015 appartienne bien au Boeing 777 du vol MH370. C'est le début d'une guerre de communication entre les experts français qui authentifient les pièces rapatriées à Toulouse et les Malaisiens qui aujourd'hui encore annoncent la découverte d'un hublot et d'un coussin sur les plages de la Réunion, sans aucune confirmation de pareil. Alors que sur l'île, la zone des découvertes n'est pas encore sécurisée. Il n'y a même pas d'équipe de plongée alors. Le mystère du MH370 réveille tous les fantasmes. Chacun veut sa part de découverte. Là, ce matin, j'ai vu ça. J'ai trouvé ça. Et... Chaque débris trouvé pourrait provenir de l'avion. Peut-être une marche d'escalier, un rebord d'escalier, de marche d'escalier, ou pour rentrer dans la carlingue. Je sais pas, c'est pas... Et vous avez trouvé ça où? C'est sur le fond de mer, loin de là on a trouvé les autres débris. Pour les Australiens, ces découvertes ne font que confirmer leur théorie. Dans une simulation informatique fondée sur les courants océaniques, ils avaient calculé que les débris auraient pu être emportés jusqu'à La Réunion, à 4000 km de l'endroit de la disparition du vol. Des indices, des espoirs déçus, qui ravivent l'angoisse des proches des victimes à bout de nerfs depuis plus de 16 mois d'incertitude. Un morceau de débris, ce n'est pas mon mari. Ça prouve que l'avion est là. Maintenant, il faut trouver et ramener tout le monde. Montrez-moi un seul objet qui appartient à nos conjoints. Et j'y réfléchirai. Un seul morceau de flaperon ne me convainc pas. Les familles des victimes ont lancé une pétition internationale pour demander que les recherches ne s'arrêtent qu'une fois l'avion trouvé.
Oui, alors énormément de questions, évidemment, à la suite de ces découvertes. Vous nous dites, on fait disparaître le mystère. On sait maintenant que l'avion a touché l'eau, très bien, mais enfin, ça ouvre beaucoup de questions. Question posée par un téléspectateur de C'est dans l'air. Ce flaperon, apparemment intact, permet-il d'affirmer que l'avion a améri et non explosé en vol ou chuté d'une haute altitude? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un flaperon? Pourquoi flaperon? Ça veut dire quoi? Sur les ailes d'avion, oui, il y a ce qu'on appelle des parties aérodynamiques fixes ou mobiles, à l'avant et à l'arrière. À l'arrière, il y a des volets, il y a des ailerons qui servent pour s'incliner à droite à gauche. Sur l'aile principale? Sur les ailes, les deux ailes, hein, qui ne sont que principales par nature. Donc il y a plutôt du côté de la carlingue des volets qu'on sort pour le décollage, l'atterrissage, etc., qui sont parfois des trucs articulés très complexes. Sur le bout de l'aile, il y a des ailerons. Sur l'aile, il y a souvent des aérofreins. Et puis, entre les volets et les fameux ailerons, il y a ce qu'on appelle les flaperons, qui sont des petites gouvernes. Vous voyez, ça fait 2 mètres de long sur une aile qui en fait 10, 12, 14, 15. Hein. Bon. Et ces flaperons servent pendant toute la durée du vol. Ils sont à peu près automatiquement activés et ils servent à stabiliser l'avion dans la turbulence, etc. C'est pas loin du réacteur aussi sur sous le réacteur. Ce flaperon-là, il est situé sous le réacteur. Alors, l'état, donc constaté par les images, je dirais par tout le monde, et je repose la question au SMS, ce flaperon qui semble intact, permet-il d'affirmer que l'avion a améri ou touché l'eau, non explosé en vol ou chuté d'une haute altitude? C'est un flaperon arraché, il n'est pas du tout intact, puisque vous envoyez le caisson principal, mais vous ne voyez pas un certain nombre de pièces qui sont rattachées, notamment des pièces de structure, des pièces de jointure, etc. Et ça n'a pas été analysé pour l'instant. On ne sait pas si on est dans la déchirure ou dans la rupture. Par exemple. Est-ce qu'il y a différence Bien sûr, la déchirure, c'est quelque chose qu'on tire, qu'on arrache, etc. La rupture, c'est quelque chose qui se brise. Imaginons que l'avion soit tombé extrêmement brutalement, comme le Rio Paris, par exemple, qui a frappé la mer à une vitesse verticale extrêmement importante. Ça fait des ruptures, des écrasements et des ruptures. En revanche, si un avion se détruit en vol, qui descend en vrille, qui s'abîme, etc., il peut y avoir des déchirures, des torsions, des choses comme ça. Bon, ça, on ne sait pas, c'est pas encore dit. C'est pour ça que les juges ont décidé que l'enquête et les expertises allaient se poursuivre pour essayer d'arriver à démontrer ces choses-là. Alain Bury, alors l'expertise continue, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, on s'intéresse justement de façon scientifique, dans des laboratoires, à ce que va donner comme information la qualité du métal du flaperon? De façon très précise. Si les juges français ont été prudents, c'est peut-être parce qu'on n'a pas trouvé le numéro de série de cette pièce importante. Ce numéro de série va peut-être être trouvé dans les heures ou les jours qui suivent. Est-ce que ce numéro de série a peut-être été découvert par les crustacés? Donc le nettoyage de la pièce va permettre peut-être de le découvrir. Dans ce cas-là, on aura la certitude que cette pièce appartient bien à l'avion de la Malaisienne. Là, on a le numéro de catalogue. Hein. Ah, c'est quoi la différence série-catalogue? Quand vous achetez des pièces pour un objet, vous dites, je voudrais, je ne sais pas, un flaperon de Boeing 777. On vous dit, je regarde dans mon catalogue, flaperon droit 657 BB. D'accord, vous le mettez sur votre avion. Mais ce flaperon droit 657 BB, il s'appelle aussi 12 428 33. Et on sait qu'il va être attribué à monsieur Thierry Guerrier ou à monsieur... voilà. Et à ce moment-là, ça, c'est son numéro de série. Ça permet de l'identifier personnellement. Autrement, on identifie un flaperon de tous les triple. Il y a sa famille et puis il y a lui personnellement. Son identité personnelle. D'accord. La plaque d'immatriculation de la pièce. D'accord. Parce que c'est quand même une pièce très importante. Elle fait partie de ce qu'on appelle les commandes de vol. Ce sont des organes essentiels au vol. Donc, si un avion le perd en vol, par exemple, c'est une hypothèse il y a quelques jours encore, l'avion qui se pose avec une pièce manquante de ce type ne peut pas redécoller. Ça suppose des travaux de maintenance et de réparation extrêmement importants qui sont obligés d'être dévoilés à l'autorité du pays dont dépend cet avion. La réparation est faite par une pièce du constructeur Boeing qui est livrée forcément à la compagnie ou à la maintenance et c'est su instantanément. C'est-à-dire que cette pièce, si elle appartient réellement au Boeing 777, on saura absolument que c'est qu'elle appartient à l'avion de la Malaisienne. Et alors, selon la façon dont les résultats que vont donner les analyses scientifiques de la pièce elle-même et du métal, on saura si il a améri, en quelque sorte, s'il a explosé en vol avant, s'il est le victime de balles ou de missiles. On pourra savoir deux choses. D'abord, la première des choses, est-ce que c'est une pièce réellement qui appartient à l'avion de la Malaisienne? Première question fondamentale. Tous les spécialistes ici sur le plateau savent très bien qu'il y a peu de risques que ça appartienne à un autre avion. Bon, ça c'est le premier élément. Deuxième élément,
est-ce que cette pièce a été déformée en vol ou est-ce qu'elle a été déformée à l'impact? Si elle a été déformée en vol, elle a peut-être été déformée à la suite de balles, d'une explosion d'un missile. Elle a peut-être été déformée à la suite d'un incendie du réacteur qui aurait fondu du métal. Ça, les spécialistes de Toulouse ont le déterminé dans les heures, les jours qui suivent. Cette pièce aussi, elle a peut-être été déformée par l'impact au sol. Et ça, c'est deux aspects différents. Jean-Paul Troadec, quel type d'investigation les services que vous avez dirigés mènent pour essayer d'avoir des réponses à ces questions? Alors il y a plusieurs types d'analyses. La première analyse, c'est une analyse visuelle qui a commencé hier et qui va sans doute se poursuivre pour déterminer l'état de la pièce, la façon dont elle a pu être tordue, arrachée. Il y a des analyses métallurgiques, et notamment avec des microscopes électroniques. On va analyser les endroits de rupture de la pièce. Il y aura certainement, en l'occurrence, des analyses biologiques sur les coquillages qui sont incrustés sur la pièce, et puis des analyses chimiques également. On a évoqué la question de la peinture. Est-ce que cette peinture est bien celle qu'utilise la compagnie malaisienne? Voilà au moins les 4 types d'analyses qui vont être menées dans les prochains jours. Pourquoi est-ce que les premières analyses et les premiers constats ont été faits à Toulouse, en France et dans le sud-ouest, alors que la pièce arrive de la Réunion? Alors, bon, la Réunion, c'est le territoire français. Si la pièce avait été découverte ailleurs, à Madagascar ou sur une autre île, elle n'aurait sans doute pas été envoyée à Toulouse, elle aurait été donnée aux Malaisiens. C'est le fait qu'il y ait une enquête judiciaire française qui a fait que la justice française s'est saisie de cette pièce et donc l'a envoyée à Toulouse. Mais pourquoi il y a une enquête judiciaire française? Il faut le rappeler quand même. Oui, la loi française prévoit que la justice française a compétence pour ouvrir une enquête chaque fois qu'il y a un accident avec des victimes n'importe où dans le monde. Donc en l'occurrence, il y a 4 victimes françaises et donc la justice française est compétente pour faire une enquête sur cet accident. Parce qu'il y avait 4 Français dans le MH370. Alors vous nous avez parlé à l'instant des fameux crustacés, coquillages. C'est pas anodin quand même, ces découvertes sur la pièce. Ça veut dire quoi? Qu'il y ait des coquillages collés, à part qu'il était dans l'eau évidemment. Ça veut dire que la pièce a séjourné un certain temps dans l'eau et donc de la taille des coquillages, on pourra peut-être déduire grossièrement sans doute le temps que la pièce a séjourné dans l'eau. Donc ça sera plutôt une confirmation, une corrélation avec la durée depuis laquelle s'est déroulé l'accident. Par ailleurs, je suis peut-être un peu plus sceptique sur le fait que la nature des coquillages permettra de déterminer l'origine de la pièce, parce que cette pièce, elle a circulé dans tout l'océan Indien, elle a peut-être été colonisée par des coquillages tout au long de son trajet. Oui, mais elle a fait quoi? Elle est descendue jusqu'au fond de l'océan et elle est remontée. On parle de voyage en surface. Comment est-ce qu'une pièce aussi lourde peut voyager en surface de l'océan? Alors, la pièce flotte parce qu'il y a à l'intérieur un caisson qui est resté étanche. Et si ce caisson étanche se brise, la pièce coule. Donc la pièce, en réalité, elle était en partie submergée, mais en partie émergée également. C'est-à-dire qu'elle a subi l'action des courants marins pour la partie immergée et elle a subi l'action des vents pour la partie émergée. La difficulté, c'est que ces deux actions ne sont pas forcément cohérentes l'une avec l'autre. On peut très bien avoir une dérive des courants marins vers l'ouest et puis un vent qui vous pousse vers le nord. Et donc la combinaison des deux rend très aléatoire la trajectoire de cette pièce. Qu'est-ce que peuvent dire la nature des coquillages? C'est les mêmes tout le long, enfin vous n'êtes pas un océanologue, mais tout de même, le long de l'océan Indien, c'est la même nature. La température de l'eau peut faire changer les types de coquillages? Je pense que la nature des coquillages va plutôt préciser le temps de séjour de cette pièce dans l'eau. Pas beaucoup plus, à mon avis. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qui va pouvoir, de façon précise, déterminer l'endroit du crash. On va par exemple vous dire, cette pièce est là dans l'eau depuis 1 an et demi, par exemple. Bon. En fonction de la taille. Ça colle avec la date oui, en fonction de la croissance de ces crustacés. Michel Polacco, le fait que la pièce, on puisse avoir la durée, si on le met en cohérence avec les courants marins, on devrait pouvoir à peu près situer le lieu de l'impact ou non? J'y crois pas du tout. C'est ce que disait Jean-Paul Troadec il y a un instant. Entre les vents de surface et les courants qui sont dans l'eau juste en dessous de la surface, il y a des contradictions permanentes. Vous jetez 2 bouteilles à la mer au même endroit, 1 an après, vous ne les retrouverez pas du tout dans la même région. Ce serait bien rare. Donc, si vous voulez, je ne crois pas beaucoup à ça. Je pense que cette pièce, elle a un intérêt. Les autres qu'on va trouver aussi, d'ailleurs. C'est l'identification, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent petit à petit dans des conditions, d'ailleurs, qui ont l'air un peu abracadabrantesques. Et
elle a un intérêt très précis et très spécifique, c'est qu'elle lève le mystère et qu'elle dit, voilà, maintenant on arrête de dire n'importe quoi, cet avion est bien quelque part au fond, au sud de l'océan Indien. Oui. Voilà. À partir de là, il y a plein de travaux à faire, beaucoup de travaux à faire, une grande mobilisation internationale à activer de manière à aider les Australiens, parce que c'est les Australiens, du fait que c'était leur espace aérien, c'était eux qui étaient responsables du contrôle aérien dans cette zone. Alors que c'est des eaux internationales. Oui. Mais c'est eux qui étaient responsables du contrôle aérien dans la zone. Donc c'est sur eux qu'est tombée la nécessité et le devoir de faire des recherches. Bon, ça coûte extrêmement cher. Ils sont un peu aidés par les Malaisiens et par les Chinois. Mais bien évidemment, ils ne vont pas y arriver tout seuls. Et je ne suis pas sûr qu'ils soient extrêmement motivés. Ces histoires de crustacés, de fonds marins, corroborent leur calcul visiblement. Les Australiens ont l'air contents des constats qu'ils avaient faits. Oui, mais enfin, je laisse Jean-Paul, là, je vois qu'il a envie de dire quelque chose. Oui, je suis d'autant plus sceptique sur la possibilité d'utiliser la connaissance des courants marins pour remonter à l'origine de la pièce que cette méthode, nous l'avons utilisée pour le Rio-Paris. Nous l'avons utilisé pour resserrer la zone de recherche lors de la campagne du printemps 2010. Le résultat, c'est que ça nous a conduit totalement en dehors de la zone. C'était un grave échec. Et c'est ça qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Donc, je dirais, malheureusement, nous avons eu confiance dans les calculs des océanographes. Et je rappelle qu'en plus, ces calculs étaient basés sur une dérive qui a duré très peu de temps. C'était quelques jours. Alors que là, on parle de 18 mois. Donc, vous voyez bien qu'il est absolument exclu qu'on imagine pouvoir, à partir des calculs de dérive, remonter à la position précise de la pièce. Maintenant, c'est vrai que les Australiens ont annoncé hier que tout ceci était cohérent et qu'en tout cas, ça ne remettait pas en cause la zone de recherche actuellement explorée. À propos de cette zone de recherche, on va pouvoir tout de même identifier, resserrer le secteur où l'avion peut être tombé ou pas ? On sait, grâce aux travaux qui ont été menés de manière exceptionnelle par la Royal Navigation Society, à partir des pings, c'est-à-dire des contacts qu'il y a eu entre un satellite Inmarsat et le téléphone satellite de l'avion, que les gens qui étaient dans cet avion, qui avaient tout coupé, n'avaient pas coupé. On sait que cet avion est resté en l'air pendant 8 heures. On sait que cet avion a suivi une trajectoire nord-sud, en gros du Kazakhstan au sud de l'océan Indien. Évidemment, ce sont des preuves qui ne sont pas matérielles. Ce sont des travaux de mathématiciens qui ont été faits à partir d'un seul satellite. Alors, une triangulation, ça se fait avec 3 éléments de points et pas un seul. Donc évidemment, c'est assez aléatoire. Donc à partir de là, on est arrivé à une zone dans le sud de l'océan Indien, qui est une zone assez grande, puisque les pings avaient lieu à peu près toutes les demi-heures. Lorsqu'il y a eu le dernier ping, ça nous a mis, les pings, c'est les tentatives de contact entre le satellite et le téléphone satellite de l'avion. À partir de là, ça veut dire que l'avion a probablement encore volé une demi-heure. Dans quelle direction, on ne le sait pas, bien évidemment. Donc ça fait une zone d'incertitude à peu près d'1 heure de vol. Vous faites un cône, ça fait à peu près 1 heure de vol. Un avion comme ça fait 800 km à l'heure. Donc vous avez un carré de 800 km de côté, un rond de 800 km de diamètre, et vous faites la surface et ça vous donne la zone dans laquelle il faut chercher. C'est large. Voilà, c'est très très grand. Il y a tout de même un aspect troublant, c'est qu'en France, on ne parle pas de pièces comme des morceaux de hublot ou de valises ou de coussins de siège plutôt, alors que les Malaisiens en parlent. On ne nous dit pas que ces pièces seraient arrivées sur les côtes de la Réunion alors que les Malaisiens en parlent. Qu'est-ce qui se passe là ? D'abord, je pense qu'on va trouver dans les jours qui viennent énormément de débris. Les côtes charrient des débris provenant des bateaux, provenant également de la côte elle-même. Donc, il va y avoir certainement beaucoup de pièces qui vont être trouvées. De là à faire la corrélation avec l'avion, ça sera beaucoup plus difficile. Je pense que les Réunionnais actuellement, d'après ce que j'ai pu voir, sont eux-mêmes à la recherche de ces pièces. Et bien entendu, de là à les identifier comme des pièces d'avion et de là à les emmener à des laboratoires en France, il y a sans doute un petit peu de temps. Qu'est-ce que vous pensez de la façon, les images qu'on a vues, la façon dont c'est la chasse au trésor en ce moment à La Réunion ? C'est la fascination, on voit ça aussi quand il y a des catastrophes. Oui, cette chasse au trésor, elle se déroule à La Réunion, mais probablement également dans les autres îles. Je sais qu'à Maurice, les Malaisiens ont lancé une alerte pour demander à ce qu'on recherche des pièces également. Pour les familles, si je peux me permettre, les pièces, c'est très important parce que ça symbolise la réalité du décès de leurs proches et ça participe à avancer dans le travail de deuil. Mais quand je vous écoutais tout à l'heure donner les éléments, les hypothèses techniques possibles, il faut se mettre à la place des familles qui projettent sur ce bout d'aile, ce qui a pu se passer pour leurs proches et qui vont être confrontés dans les prochaines semaines à un tas d'hypothèses. Il s'est craché
craché comme ci, comme ça, il a brûlé, il est tombé d'un coup, qui renvoie pour chaque famille endeuillée au contexte dans lequel leurs proches sont morts. Et ça, c'est quelque chose d'une violence extrême. Est-ce qu'ils sont morts sur le coup? Est-ce qu'ils se sont vus mourir? Est-ce que, comme on a pu entendre certaines fois, on les a entendus agonir? Qu'est-ce qu'il en est? C'est ça qui est extrêmement violent. Et on voit bien que la logique, vous voyez, la réalité des victimes endeuillées, c'est pas celle des techniciens, des experts. Il faut penser à cette dimension humaine aussi quand on fait un tas d'hypothèses. Pardonnez-moi, mais ça lève tout de même l'hypothèque de la prise d'otage qui laisserait une hypothèse selon laquelle ils sont encore vivants, ou de la mort. Aujourd'hui, la disparition, la mort est à peu près certaine des passagers et des pilotes. Mais dans ces deuils traumatiques, on n'a pas les corps. Ce sont des deuils qui sont hypothéqués, qui sont beaucoup plus compliqués. Quand on n'a pas les corps, on essaye de savoir comment ils ont pu mourir. Chaman Cheikh, on l'a très bien suivi pour avoir accompagné des familles, on a bien vu l'évolution. Comment est-ce qu'ils ont pu mourir? On essaye de se rapprocher au plus près du dernier moment de leur vie, du dernier moment de ce qu'ils ont pu vivre. C'est si important pour les proches de savoir même ces détails. Ça leur évite d'être passifs face à une mort qui est totalement inintelligible, incroyable, impensable, insupportable. Ils sont un peu dans l'action aussi, ils essayent de comprendre, ça permet de mettre du sens. Quand vous mettez du sens sur la perte de quelqu'un, c'est ça qui participe à permettre l'élaboration du deuil. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier, c'est-à-dire que ça fera un petit peu moins mal, on va essayer d'avancer par rapport à ça. Mais tant qu'il y a des incertitudes, c'est très compliqué. Les hypothèses, elles sont importantes, mais pour les proches, qu'est-ce que c'est violent? Juste une question, et puis on va venir sur les scénarios justement en images, mais ça ne vous surprend pas qu'autant d'éléments, de pièces de l'avion réapparaissent sur une côte française? Ça procède presque des miracles, alors qu'il semble être tombé beaucoup plus loin que ça. Enfin, c'est des petites choses comme ça qui réapparaissent sur la rare côte qui est si loin du lieu où quand même on pense qu'il est tombé. Non. Quand on regarde les simulations qui ont été faites depuis longtemps d'ailleurs, on s'aperçoit qu'au bout d'un certain temps, et effectivement à peu près 1 an et demi, les pièces ont pu dériver jusqu'à la Réunion, mais pas seulement la Réunion. D'ailleurs, les pièces peuvent très bien se retrouver sur les côtes de l'Australie ou plus au sud. Donc la Réunion n'est qu'un endroit possible où les pièces peuvent échouer au bout de cette période. Maintenant, ce qui est étonnant, c'est pas tellement le fait qu'on les trouvait à la Réunion, c'est qu'il y a encore des pièces qui flottent. Parce qu'au bout de ce temps-là, les pièces ont pu être abîmées, l'étanchéité donc détruite sous l'action des vagues, et qu'il y a encore au moins une pièce qui flotte, ça c'est vraiment très étonnant. Ouais. Ça nous emmène donc aux différents scénarios, aux hypothèses sur les causes de cette catastrophe aérienne. Mars 2014, revenons sur les faits, l'avion décolle donc de Malaisie vers Pékin, la Chine, plein nord. Il survole le Vietnam, et là, l'inconnu total, il se passe une série d'événements incroyables. Le transpondeur de l'avion est coupé, d'autres pièces électroniques, on y reviendra, sont coupées aussi. Plus de contact, l'avion se détourne vers l'ouest, le sud, et là il disparaît. Prise d'otage, acte terroriste, missile américain de l'armée américaine éventuel pour protéger une base, Diego Garcia, c'est une des hypothèses en cours en ce moment. On y revient avec Laurence Aïda Diop. C'est peut-être la plus grande énigme de l'histoire de l'aviation. Où sont passés les 239 passagers du vol MH370? Qu'est-il arrivé à leur avion? Pourquoi s'est-il subitement volatilisé? Des questions toujours sans réponse. Le 8 mars 2014, à l'aéroport de Pékin, tout semble presque comme à l'habitude, sauf peut-être ce vol retardé. Des familles attendent leurs proches en provenance de Kuala Lumpur. J'attends depuis 1 heure. On m'a dit qu'il y avait un problème, mais j'en sais pas plus. On m'a juste donné ce papier-là. En réalité, les passagers n'arriveront jamais. Commencent alors les recherches les plus coûteuses de l'histoire de l'aviation. Hélicos, avions, sous-marins, quadrilles des millions de kilomètres carrés. Dans les mers d'Asie, puis dans l'océan Indien au large de l'Australie, avec l'espoir de trouver la carcasse de l'appareil et ses boîtes noires, sans succès. Le mystère s'épaissit. Seule certitude, le Boeing 777 a bien décollé à minuit 41 de Kuala Lumpur, direction Pékin. 40 minutes plus tard, la tour de contrôle indique au MH370 qu'il entre dans l'espace aérien vietnamien. Réponse du copilote. Ok, bonne nuit. Malaysia 370. Mais très vite, le transpondeur est coupé.
À 1h25, l'avion dévie de sa route. Il fait presque demi-tour, direction l'ouest. Et le système ACARS, chargé de transmettre les données de l'appareil au constructeur, cesse d'émettre, lui aussi. Selon nos informations satellitaires, nous pouvons dire avec un fort degré de certitude que l'ACARS, le système de communication de l'avion, a été désactivé. Et tous les mouvements de l'appareil ensuite indiquent qu'il s'agirait d'une action délibérée de quelqu'un à l'intérieur de l'avion. Le MH370 a-t-il été détourné? Les enquêteurs perquisitionnent les domiciles des pilotes. Leur vie est passée au crible, mais rien jusqu'ici ne laisse présager qu'ils soient capables d'un tel acte. La liste des passagers est-elle aussi scrupuleusement examinée? Aucun terroriste potentiel n'y est identifié. Pour le moment, aucun groupe terroriste crédible, aucune organisation n'a revendiqué la disparition de l'avion. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne s'agit pas de terrorisme. Il pourrait s'agir d'une autre forme de terrorisme, avec de nouveaux éléments que nous n'aurions pas pris en compte avant. Nous avons vu dans les dernières années qu'il existe un terrorisme isolé, des personnes qui agissent seules et qui ne font pas partie de groupes terroristes. Autre hypothèse, une panne technique, un accident, mais pas de quoi expliquer une information troublante. Après avoir changé de cap, le MH370 a continué à voler près de 6 heures. Repéré pour la dernière fois à 8h11, il se serait ensuite abîmé dans l'océan Indien à court de carburant. Lorsqu'un avion disparaît des radars sans laisser aucune trace, normalement ça signifie qu'il y a eu une détérioration rapide de l'appareil, une explosion ou une faiblesse structurelle très rapide. Mais normalement on retrouve l'épave près de l'endroit où il a été localisé pour la dernière fois. Là ça ne s'est pas produit. Une épave introuvable, un avion fantôme, de quoi attiser toutes les théories. Dernière en date, l'hypothèse de la bavure américaine. Pensant l'avion aux mains des terroristes, l'armée aurait abattu le MH370 avec un objectif, l'empêcher de s'écraser sur la base de Diego Garcia, en plein cœur de l'océan Indien. Oui, on va forcément évoquer cette hypothèse d'un missile américain. Mais d'abord, une question qui frappe les esprits, c'est cette affaire de transpondeur. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un transpondeur, Michel Polaco? Eh bien, autrefois, les radars émettaient une onde qui arrivait sur une masse métallique volante ou un bateau, et puis cette onde était réfléchie par cette masse métallique et revenait. Mais c'était quelque chose de peu informatif. Avec le temps, on a inventé ce qui s'appelle les radars secondaires, et là, quand cette onde arrive sur le mobile, il y a à l'intérieur du mobile un petit récepteur qui reprend l'onde, qui lui donne des informations et qui la renvoie, qui dit je suis à telle altitude, à telle hauteur, à telle vitesse, à tel truc, à tel... Ça, c'est le job du transpondeur. C'est le transpondeur. Donc le transpondeur, il y en a sur tous les avions de ligne en ont, tous les avions militaires en ont, quelques avions, la plupart des avions en ont, on peut dire. Mais alors, il y a une question SMS, comment est-il possible de couper précisément le transpondeur de l'avion? Le transpondeur, vous avez on, off, alt, test. Vous voyez, vous avez 4 boutons, enfin 4 positions. Alors vous pouvez le couper si vous voulez, parce que par exemple, il peut dire des conneries, votre transpondeur. Ça m'est arrivé. Vous êtes en vol, vous êtes à 2000 pieds, votre transpondeur dit que vous êtes à 10 000 pieds. Vous fichez une pagaille d'enfer dans le ciel. Oui, parce que vous faites peur à tout le monde. Ah oui, tous les systèmes de détection, les contrôleurs, tout ça, donc on coupe dans ces cas-là. Parce qu'il peut être en panne, tout simplement. Tout simplement, ou bien il peut prendre feu. Donc un instrument, il faut pouvoir, d'une manière générale, l'annihiler, vous voyez. Donc on peut couper un transpondeur. Et puis sur les transpondeurs, on affiche des codes. Et parmi ces codes, il y a quelques codes qui sont des codes bien précis que l'on connaît, qui sont panne radio, qui sont grave panne mécanique, détresse, et puis éventuellement détournement. Et comme les terroristes le savent et les gens qui ont de mauvaises intentions le savent, qu'est-ce qu'ils font quand ils prennent le contrôle d'un avion? Ils coupent le transpondeur comme ça,
Ils ne sont pas ennuyés. Mais depuis qu'il y a des actes terroristes sur les avions, depuis qu'on a même assisté avec la Germanwings au suicide d'un pilote, on ne peut pas imaginer que les avions aient de façon définitive et sans l'autorité de l'équipage des outils qui permettraient de conserver quand même un lien avec le sol sans geste aléatoire. On n'a pas d'aussi bonne qualité en temps réel, mais les radars dits primaires, pas les radars secondaires qui fonctionnent avec les transpondeurs, mais les radars dits primaires, on peut dépouiller leur bande plus tard. C'est ce qui s'est fait quand on a fait l'enquête sur le MH370 et on a dépouillé toutes les bandes. C'est comme ça qu'on l'a suivi jusqu'au détroit de Malacca. Donc si vous voulez, ça marche. On sait le faire. Les militaires savent faire de la détection. Évidemment, un ennemi qui vient vous attaquer, il ne va pas mettre son transpondeur en route pour que vous le voyez. Donc vous allez le détecter. Donc on sait faire. Simplement, sur les avions civils, d'une manière générale, on met un appareil qui permet d'être bien détecté. Ouais, ça veut dire quand même que l'hypothèse que les puissances autour aient repéré cet avion, et notamment les puissances américaines, est une hypothèse plausible. Mais tout le monde le voit, tout le monde. Les Vietnamiens, les Thaïlandais, les Indonésiens, les autres avions en vol. Dans tous les avions, il y a ce qu'on appelle des TCAS, des systèmes d'anticollision, qui fonctionnent sur la base des transpondeurs des autres avions. Donc tout le monde voit tout le monde. C'est fait pour faire de la sécurité. Jean-Paul Trollec, depuis le suicide du pilote de la Germanwings, est-ce qu'on n'envisage pas dans l'aviation civile d'imposer aux avions civils un transpondeur qu'on ne pourrait pas couper ? Alors c'est une question qui est débattue, non seulement pour la question du transpondeur, mais également sur la détermination de la position de l'avion par d'autres moyens. Parce que les radars militaires qui ont suivi cet avion jusqu'au nord du détroit de Malacca ont perdu sa trace ensuite, parce que les radars militaires, une fois qui sont installés sur la côte, sur la terre, ont une portée limitée, à peu près 300 km. Ça dépend de l'altitude de l'avion. Mais au-delà de cette portée, on ne voit plus rien. Donc, au-dessus de l'océan, les radars ne fonctionnent plus, ni les radars civils, ni les radars militaires. La seule façon de connaître la position de l'avion, c'est que l'avion envoie sa position via un satellite. Et donc, ça c'est la question qui est posée aujourd'hui à la communauté internationale. Est-ce qu'on va imposer que les avions, en permanence, envoient leur position déterminée par le GPS ou un autre système d'une façon telle que le pilote ne puisse pas le couper ? Oui. Mais est-ce que vous pouvez, par ailleurs, à propos de cette affaire de transpondeur, considérer que ce peut être le fruit aussi du suicide de l'équipage, d'une partie de l'équipage, du copilote par exemple ? Est-ce qu'eux peuvent avoir décidé volontairement de le couper, notamment Le sentiment de la plupart des spécialistes, c'est qu'il y a eu une action volontaire de couper, d'une part, le transpondeur, de couper l'envoi des messages via le système satellite ACARS, et ensuite, volontaire également, de changer la trajectoire de l'avion. Les trois sont tellement corrélés, et ensuite, la trajectoire de l'avion vers le sud-ouest, au-dessus de la frontière de la Thaïlande et de la Malaisie, tout ça n'a pas l'air le fruit du hasard. Il est resté en vol pendant, c'est ce qu'on disait, il est resté en vol pendant 6 heures. 8 heures, donc 7h40. Quand on a une idée suicidaire, on reste rarement pendant 8 heures à hésiter. Ça aurait probablement été plus rapide, c'est une hypothèse qu'on peut faire. Donc ça peut être plutôt le fruit d'une autre décision, d'un autre acte, en vue d'un autre acte, que plutôt que le suicide. 8 heures à hésiter à suicider, c'est pas forcément quelque chose qui serait cohérent dans les modes opératoires de ce qu'on peut voir. Oui. Alain Bury ? Je voulais rajouter sur le transpondeur, c'est le contrôle qui donne le code transpondeur à l'avion. Donc il serait très difficile de l'imposer. Donc quand on change d'espace aérien, on a souvent des codes qui diffèrent. Alors maintenant, je n'ai pas compris ce que vous voulez nous dire. Ce que je veux dire, c'est que sur un vol donné, on change plusieurs fois de code transpondeur. D'accord. Donc, et ça dépend de l'espace aérien dans lequel l'avion évolue. Ouais, donc c'est impossible d'avoir un transpondeur qui serait automatique et permanent, c'est ça ? Par contre, qu'on puisse avoir un système de balise ou de géolocalisation indépendant du code transpondeur dans une partie structurale de l'avion et qui permettrait au décours de faire l'historique du vol, oui, bien évidemment. C'est fait maintenant pour surveiller les autobus à Paris ou les ambulances pour mieux gérer le trafic de ces entreprises. Je rajoute une chose. Dans l'hypothèse d'un suicide des deux pilotes et le fait qu'on ait pu couper et le transpondeur et le système ACARS à un moment donné, je n'imagine pas comment l'avion, après, ait pu changer de trajectoire. Oui. Parce qu'après, il a changé de trajectoire. Oui. Le code transpondeur le transpondeur a été coupé au changement de frontière, et puis après, l'avion a dévié de façon importante plusieurs fois. Oui. Donc, il y avait forcément à ce moment-là, des gens qui savaient faire. Après, on n'a plus d'idée, parce qu'il a volé pendant 8 heures en ligne droite, apparemment,
après, il n'y avait plus de pilote à bord. Alors, quand on vous entend, docteur, nous dire que, bon, donc c'est sans doute pas un suicide, est-ce que ça peut être aussi, en revanche, l'hypothèse de gens ou d'un équipage compétent pour piloter l'avion, certes, mais qui décide de fixer un objectif, un peu comme les tours du World Trade Center, pour aller se cracher dans cette zone? Si vous voulez, c'est pas une zone très intéressante comme objectif. Je veux dire, à ce moment-là, sauf la base américaine de Diego Garcia. Oui, mais elle n'est pas du tout par là, si vous voulez. Et s'ils avaient voulu y aller, ils ne sont pas idiots, ils y seraient allés. Vous voyez, or ils n'y sont pas allés. Ils n'ont pas eu le temps, peut-être. Non, ils n'ont pas eu le temps. Si, ils ont fait un parcours qui est beaucoup plus long que celui qui mène à Diego Garcia. Mais ils peuvent être moyennement compétents. Non, c'est trop facile d'aller à Diego Garcia. Hein. Vous savez, c'est un code à afficher dans un système de navigation d'un avion. Non, cet avion était détourné. Qu'il soit allé à Diego Garcia, je ne sais pas où, comme le disait à l'instant notre ami Bury, il a été détourné, ça n'est pas possible autrement, parce qu'il a suivi une trajectoire intelligente à partir du moment où on a eu coupé tous les systèmes de transmission. Ensuite, il s'est passé quelque chose à bord. Il a peut-être été détourné pour aller sur une cible. Il a peut-être été détourné par des gens qui voulaient se suicider, je ne sais pas où. Il a peut-être été détourné pour aller se poser quelque part et faire un chantage politique, etc. Donc on est peut-être dans le pathologique, on est peut-être dans le criminel, on est peut-être dans le politique. Il s'agissait peut-être aussi de voler des éléments de cargaison ou de faire disparaître des gens qui étaient à bord. Mais cet avion a été détourné. Ça, c'est une obligation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a une enquête judiciaire. C'est les faits qui le montrent. C'est pas possible autrement. À partir de là, qu'est-ce qui s'est passé à bord de cet avion? Mon hypothèse, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave, que des gens se sont battus et qu'à un moment donné, plus personne n'était aux commandes. Alors pourquoi, comment, je suis incapable de l'expliquer. Toujours est-il qu'il a suivi pendant des heures une trajectoire vers le sud. Comme vous le dites, on imagine mal un type qui veut se suicider, qui est arc-bouté à son manche et qui dit « j'ai décidé de mourir, mais ce sera dans 6 heures ». Et ce sera juste au bout de l'océan Indien, vous voyez. Et quand j'aurai plus de carburant. Donc non, il s'est passé autre chose. Je ne suis pas dans la théorie du suicide ou de la pathologie. Je suis beaucoup plus dans une affaire ou criminelle ou terroriste. Alors j'ai entendu quand même 2 mots-clés, Michel Polaco, dans ce que vous venez de dire. Un, il a été détourné. 2, sans doute pour viser une cible. Jean-Paul Troadec, qu'est-ce que vous pensez de l'hypothèse du fait que la cible pourrait être la base américaine de Diego Garcia et que, du coup, l'armée américaine se soit protégée et anticipé cette arrivée de cette bombe malgré elle, de cet avion, et les détruit? Attaquer une base aussi bien protégée que Diego Garcia avec un avion civil, ça semble quand même légèrement incroyable. Je veux dire, il faudrait vraiment être totalement inconscient pour imaginer qu'on pourrait attaquer cette base. Donc moi, je ne crois pas du tout à cette hypothèse. Elle n'est pas cohérente avec le fait que l'avion a volé pendant 7 heures après la trajectoire, enfin après qu'il ait quitté sa trajectoire. Personnellement, je n'ai pas d'hypothèse. J'essaie de m'en tenir aux faits. Il y a déjà quand même pas mal de faits qui sont avérés. Les Malaisiens ont produit un rapport de 585 pages. Malheureusement, il est en anglais, ce qui fait que tout le monde ne l'a pas lu, qui donne déjà beaucoup d'éléments factuels sur la trajectoire qu'a suivi l'avion, sur les antécédents des équipages. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller tellement plus loin. La pièce qu'on a découverte va sans doute apporter quelques éléments supplémentaires, mais c'est véritablement la découverte de l'épave et la découverte des enregistreurs qui permettra d'aller plus loin. Est-ce que, simplement, vous avez, vous, une hypothèse? Michel Polaco, oui, je la garde un petit peu pour moi. Je dois dire que j'étais quand même assez troublé par l'accident de Germanwings qui s'est produit entre-temps, parce que certes, le pilote de Germanwings avait des antécédents évidents et qu'on n'en a pas trouvé sur la direction savait qu'il était malade. La direction savait, mais il avait des antécédents qui étaient avérés. On n'en a pas trouvé sur l'équipage de cet avion, mais malgré tout, ce type de comportement n'est pas totalement excluant. Oui, et puis il peut aussi avoir été abusé, enfin forcé. Et puis, c'est pas forcément l'équipage lui-même qui a produit cet acte. En tout cas, c'était des gens qui connaissaient parfaitement le fonctionnement de l'avion, parce que pour couper le système ACARS, moi, on m'a montré la manipulation qu'il faut faire. C'est une manipulation qui est très compliquée et qui est beaucoup plus compliquée que celle de simplement couper le système transpondeur. Donc, il faut une grande compétence pour couper les 2 appareils. Mais ils n'ont pas su couper le SATCOM, c'est-à-dire le système de téléphone par satellite, ce qui nous a donné quand même cette piste... Ils n'ont pas su le couper parce que peut-être ils ne savaient pas que l'avion continuait à échanger avec le satellite. Parce que moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des équipages. On n'aura jamais dit ça. Ça a été une découverte pour beaucoup de monde de savoir que comme votre téléphone portable continue à échanger des informations avec les antennes relais, eh bien l'avion continue à échanger avec les satellites de communication. Alors voilà pour ce qu'on peut dire ce soir sur la partie... Oui, Alain Bury, vous vouliez rajouter un mot
D'après tout ce que j'entends, oui. Tout ça est extrêmement contradictoire. Il y a deux hypothèses finalement. Oui. Le vol sur Diego Garcia et le vol dans la partie ouest de l'Australie. C'est deux directions pour trouver une autre cible dans cette zone. Tout à fait plausible, mais tout à fait différente. Quand on dit que les radars militaires ont suivi l'avion, on pourrait savoir s'il était aux Maldives ou s'il était au sud de l'Australie quand même. Donc c'est tellement contradictoire. Il n'y a pas de radar. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la trajectoire initiale, c'est contradictoire aussi. Pourquoi des gens des Maldives auraient vu un avion passer à quelques centaines de mètres d'altitude? Donc on a des tas d'informations qui nous laissent un peu perplexes ce soir. On n'a pas la certitude de l'endroit où l'avion a pu s'écraser. Très bien, ça c'est évident. C'est noté. On peut difficilement, de façon crédible et pertinente, aller plus loin dans les hypothèses que ce que vous avez dit ce soir, messieurs, autour de la table. Alors, on va revenir tout de même sur cette dimension un peu particulière qu'est la disparition d'un avion en mer. On va voir qu'avec différentes histoires précédentes dans l'aviation, le Rio-Paris, le DC-9 abattu peut-être par erreur en Méditerranée en 1980, peut-être, dit-on, par l'aviation française elle-même, quand un appareil disparaît en mer. En tout cas, il faut du temps pour connaître la cause exacte de cet accident, mais ne pas perdre espoir, parce que le cas de Saint-Exupéry, vous allez le voir dans ce reportage, disparu en 1944 en Méditerranée, on a retrouvé des éléments en 1998 et finalement, eh bien, on a trouvé la solution, montre que, ben oui, il faut garder espoir et on trouve parfois une solution. Saint-Exupéry s'était craché en Méditerranée et on a su le fin mot. Romain Becker. Sur cette gourmette, un nom, Antoine de Saint-Exupéry. Lorsqu'un pêcheur marseillais remonte le bracelet dans ses filets en 1998, personne ne connaît les circonstances exactes de la mort de l'auteur du Petit Prince, disparu le 31 juillet 1944 alors qu'il effectuait une mission de reconnaissance pour l'armée américaine. Quelques années plus tard, son avion est retrouvé au fond de l'eau et en 2008, un ancien pilote de chasse allemand reconnaît l'avoir abattu. 64 ans après, le secret est percé. J'ai vu son Lightning, dit-il, et j'ai pensé qu'il essayait de s'échapper. J'ai fait demi-tour et j'ai piqué sur lui en visant les ailes. Je l'ai touché, il est tombé. J'ai appris plus tard que c'était l'avion de Saint-Exupéry. Je l'adorais, lui et ses livres. Il était un de mes auteurs préférés. Si j'avais su, je n'aurais pas tiré. Le sort des 228 personnes à bord du vol AF447 est lui aussi longtemps resté un mystère. Dans la nuit du 31 mai au 1er juin 2009, à minuit 30 heure française, l'Airbus décolle de Rio, direction Paris. Cet avion a des contacts radio normaux et à 3h30 heure de Paris, on enregistre son dernier contact avec le contrôle aérien brésilien. Un peu plus tard, l'avion, aux alentours de 4h heure de Paris, entre dans une zone de forte turbulence et d'orage. 15 minutes plus tard, aux environs de 4h15 heure de Paris, un certain nombre de messages automatiques de maintenance sont émis par l'appareil pour indiquer la défaillance de plusieurs composants. À l'évidence, une situation inattendue se produit à bord de l'appareil. Pendant près de 2 ans, les enquêteurs et les proches des victimes n'en sauront pas beaucoup plus. Quelques jours après le crash, les autorités brésiliennes croient avoir localisé des débris, mais malgré de très importants moyens envoyés sur place, aucune trace de l'épave ni des passagers. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, il n'y a rien. Donc c'est une information qui est importante. Moi, la zone, je l'ai couverte, il y a des bonnes conditions, je sais qu'il n'y a rien. Donc on va déplacer nos zones et la recherche, c'est ça, il faut être patient et méthodique. Finalement, 2 ans après le crash et au terme d'une 4e phase de recherche, l'épave est localisée et des corps remontés à la surface. Puis les boîtes noires sont retrouvées et livrent les secrets de la catastrophe. Pris dans une zone de turbulence, l'équipage est confronté à des problèmes techniques. À cela s'ajoutent des erreurs humaines, conclues en 2012, le bureau enquête et analyse dans son rapport définitif. Aucune version officielle en revanche pour expliquer le crash il y a 35 ans du DC-9 de la compagnie italienne Itavia. Le 27 juin 1980, l'avion relie Bologne à Palerme avec 81 personnes à son bord. Mais arrivé au large de l'île d'Ustica, il s'écrase en mer. La thèse de l'attentat est vite écartée, l'appareil a été abattu par un missile. L'enquête rebondit presque 20 ans plus tard, en 1999.
La France et les États-Unis sont accusés d'avoir voulu abattre l'avion du dirigeant libyen Mouammar Kadhafi qui, le soir du crash, devait se trouver dans la même zone que le DC-9. Et en 2007, les accusations de l'ancien président italien se font plus précises. Ce sont les Français qui sont responsables. Ils ont fait décoller un avion de chasse du porte-avions Clemenceau qui a lancé un missile. L'hypothèse la plus crédible, c'est l'implication d'éléments militaires français. Si à l'époque on avait pu prouver une responsabilité américaine ou française, il y aurait eu de fortes turbulences au sein de l'Alliance Atlantique et en Europe. Au lieu de l'avion transportant Kadhafi, les Français auraient trouvé face à eux un appareil militaire libyen. En tentant de l'atteindre, ils abattent par erreur le DC-9, une version que la France n'a jamais confirmée. Dans cette affaire, aux lourds enjeux diplomatiques et militaires, le mystère ne sera peut-être jamais dévoilé. Oui, et cette affaire du DC-9 abattu en Méditerranée, peut-être abattu, hein, c'est en tout cas ce que dit le président italien, pose une question posée par un téléspectateur de C'est dans l'air. Les accidents d'avion font-ils l'objet de secrets d'État? Michel Polaco. Ça peut arriver. Regardez l'Airbus 300 iranien qui a été abattu par les Américains par un système d'autodéfense d'une frégate américaine qui était dans le Golfe. Presque automatiquement. Oui, presque automatiquement. A été abattu alors que très probablement un avion de combat irakien volait dans son sillage en se cachant dans son sillage. De l'avion civil. Il profitait de l'avion civil pour arriver à bouger. C'est un truc qu'on connaît bien. Nous, les Français, on l'a fait pendant des années au-dessus de la Libye. Parce que quand il fallait aller au Tchad, plutôt que de contourner, surtout à l'époque où la situation était très tendue, eh bien, on accompagnait des avions civils en mettant des avions de combat. Ça s'est fait en Russie, beaucoup aussi. Donc, si vous voulez, c'est pas d'aujourd'hui que des avions... Donc, cet avion italien de la compagnie Itavia, il y a une suspicion. Moi, je ne connais pas... J'ai lu les rapports sur cette affaire. Je n'ai pas d'opinion personnelle. Là, l'idée, c'est que le missile de l'avion français se serait détourné finalement vers l'avion civil alors qu'il visait un MiG de Kadhafi. Je vais vous dire, des avions de combat, je ne parlerai pas pour tous les pays, mais français, je connais assez bien, qui tirent des missiles actifs, je veux dire des missiles qui ne sont pas des plastrons. Ce n'est pas arrivé souvent dans l'histoire. Ça se sait, ça se compte. Il y a beaucoup de témoins, parce que quand un avion revient se poser sur le pont du bateau et qu'il a tiré son missile, il y a au minimum 40 personnes qui l'ont vu. Vous voyez, ce n'est pas discret. Et garder des secrets comme ça, on ne sait pas très bien faire. Donc je suis assez dubitatif, très franchement. En revanche, qu'un avion libyen ait pu le faire, alors ça m'étonnerait moins, parce que je ne pense pas qu'on vive dans un état de surveillance et de droit dans la Libye d'autrefois, comme dans celle d'aujourd'hui, hélas d'ailleurs, comme c'est le cas en France. Voilà. Mais un secret d'État comme celui-là, il va mettre des décennies avant d'en avoir la résolution. Moi, je ne crois pas qu'un avion français ait abattu cet avion. Très franchement, je ne le crois pas. Donc on pourra laisser cette suspicion. C'est comme la caravelle Ajaccio-Nice dont on a dit pendant un temps qu'elle avait été abattue par un missile de l'île du Levant. Si vous voulez, toutes les enquêtes qui ont été faites ont montré qu'il y avait eu un incendie à bord de cet avion, qui s'était propagé extrêmement rapidement. On ne pourra jamais démontrer... Les années 60, 70 C'était 68. 68. On ne pourra jamais démontrer, si vous voulez, ce genre de choses, parce que les éléments qu'on possède, la carlingue qu'on a remontée, les moteurs qu'on a remontés, etc., ne donnent pas de traces de ça. Donc à partir de là, on peut décider qu'il y a suspicion. On ne pourra jamais démontrer ni l'un ni l'autre. Hélène Romano, c'est dévastateur pour les familles. C'est dévastateur pour les familles de ne pas savoir. Il y a cette angoisse d'un complot, qu'on cache les choses. C'est dévastateur parce qu'il n'y a pas les corps. Et dans ce travail de deuil qui commence, le deuil, c'est pas... on entend des fois, ils vont pouvoir commencer leur travail de deuil. Le travail de deuil, il faut le rappeler, c'est être confronté face à la perte. Il a commencé au moment de l'annonce de la disparition. Après, ils sont très difficiles, hypothéqués dans les deuils traumatiques où on n'a pas les corps. C'est pour ça que c'est très important pour les familles qu'on retrouve la carlingue de l'avion, pour mettre en place des rituels de deuil. Et tant qu'on ne sait pas, c'est compliqué.
compliqué. Et quand il y a cette illusion, l'accident, c'est pas pareil que l'acte intentionnel dans le deuil. Si c'est accidentel, la violence du deuil est moindre que quand c'est intentionnel, parce qu'intentionnel, ça aurait pu être évité aussi. Oui. Il y a toutes ces dimensions qui sont à prendre en ligne de compte et qui permettent de comprendre les réactions des familles chargées d'émotions qui veulent savoir. Vous me disiez qu'à propos des familles de la Malaysian Airlines, la plupart ont reçu en Chine par SMS l'annonce de la disparition de leurs proches. La compagnie a informé les Français, enfin tout le monde, tous les proches endeuillés, par texto, ce qui était d'une violence extrême du décès. La confirmation a eu lieu par texto. C'est extrêmement violent. C'est juste incroyable d'ailleurs. C'est incroyable et on voit bien qu'il y a des choses à reprendre. Pareil pour les victimes françaises de ce crash-là comme d'autres, les endeuillés. Il y a beaucoup d'attention portée au premier temps et puis après il y a moins d'attention parce qu'il y a d'autres catastrophes et les gens se trouvent extrêmement seuls. On le voit sur d'autres catastrophes. Les familles sont très seules après pour les démarches. C'est beaucoup de démarches administratives qui viennent compliquer le deuil aussi. Mais est-ce que ce n'est pas lié justement à ce paradoxe qui est qu'on peut garder techniquement, si j'ose dire, espoir de voir un jour résolu l'énigme? C'est le cas, on l'a vu dans ce reportage, avec l'affaire Saint-Exupéry. Vous qui êtes un historien de l'aviation, Michel Polaco, cette affaire Saint-Exupéry est exemplaire. Oui, mais il n'y avait pas le même enjeu, si vous voulez. Saint-Exupéry était un écrivain, un poète. Il a disparu en pleine guerre, dans ce qu'on appelle un ciel de gloire, comme beaucoup d'autres pilotes. Un pilote militaire à l'époque. Il faut bien savoir qu'il n'est pas le seul pilote à avoir disparu pendant cette partie de la guerre. Donc, si vous voulez, il y a eu quelques recherches, et puis ça s'est arrêté là. Il n'y avait pas d'enjeu. Un avion de ligne avec des passagers, il y a un authentique enjeu, ça n'a rien à voir et on y met des moyens absolument considérables, toujours et de plus en plus. Vous savez, ça a commencé à l'époque des comètes, les premiers avions à réaction de ligne britanniques de Havilland, qui étaient des merveilles et qui ont été mis en ligne par plusieurs grandes compagnies européennes. Et puis il y en a un qui a disparu, un deuxième qui a disparu, un troisième qui a disparu, et on ne savait pas pourquoi. Donc on a fini par repêcher le troisième, et à partir de là, on a fait des analyses, et on s'est aperçu qu'il y avait des criques dans le métal qui se produisaient sur ces avions, qui étaient des nouveaux avions, qui étaient pressurisés, ils étaient gonflés, et à partir de là, ça a servi à l'ensemble de l'aviation civile depuis 60 ans, mais ça a tué la carrière du Comet, qui a été finie. Donc voilà, si vous voulez, il faut bien se dire qu'on apprend de tout. Dans le cas de Saint-Exupéry, c'est quand même un petit avion et on finit 54 ans. Oui, mais on finit par le retrouver, c'est ça que je veux dire. Oui, bien sûr. Non, mais on les a, vous savez, en 35 ans, j'ai fait les calculs, il y a 26 avions qui se sont écrasés en mer. 26 avions, dans le monde, 26 avions en réaction. On a retrouvé 25 de ces avions, c'est-à-dire qu'il n'en manque qu'un, celui dont on parle. Et sur les 25 qu'on a retrouvés, on a retrouvé 24 fois les 2 boîtes noires et une fois une seule des boîtes noires. Vous parlez de l'aviation civile. Et dans certains cas, Boeing 747 de South African Airways à 4000 mètres de profondeur, qui avait transporté un feu d'artifice, si mes souvenirs sont bons, qui a explosé. 747 de Air India, qui avait une bombe à bord, qu'on a retrouvé aussi à 4000 mètres. Si vous voulez, on a tout retrouvé quand même depuis. Ouais, donc on va retrouver le MH370, quoi. C'est ce que vous nous dites. On va le retrouver. Jean-Paul Troadec. Oui, moi je voudrais revenir sur l'information des familles. Alors, je ne veux pas dire que les familles de l'accident, de la disparition du MH370 aient été spécialement bien traitées, mais il ne faut pas sous-estimer les difficultés pratiques de gérer l'information des familles. Dans le cadre du Rio-Paris, nous avions à gérer 32 nationalités et une dizaine de langues. Mais quand même informer les familles par SMS, enfin, c'est incroyable. Certes, mais toutes les familles n'ont pas forcément Internet. Et ensuite, vous avez la question de la traduction. Nous, chaque fois que on y met les moyens, mais enfin, on appelle les gens, on leur parle. C'est pas un message électronique. Il y a le problème de l'information à T0 au moment où il y a la confirmation. Rio-Paris, c'était quand même très très compliqué. Je vous rejoins complètement. C'est toujours compliqué, mais simplement les modalités de communication. On leur dit juste appelez-nous. C'est optimisant pour les familles au moment où on annonce. Et puis il y a le temps d'après parce que les familles, elles vont continuer de vivre, d'essayer de survivre. Et la communication, elle se fera aussi dans le temps. Et c'est là-dessus qu'il faut aussi penser à mettre en place des dispositifs pour prendre soin de ces personnes-là et pas les lâcher une fois que les caméras, les politiques iront vers d'autres catastrophes. Il faut mettre de très gros moyens et il faut également tenir compte des différences culturelles.
Par exemple, pour le Rio-Paris, nous avons été confrontés à la question de est-ce qu'on remonte ou pas les corps. Il y a des cultures où on laisse les corps au fond de l'eau, il y a des cultures où on les remonte. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Donc, de toute façon, du fait que vous avez plusieurs cultures, plusieurs nationalités, nécessairement, vous ferez beaucoup de mécontents. Dans le cas du Rio-Paris, certains voulaient qu'on remonte les corps et d'autres non. Expliquez-nous. Certains avaient déjà, dans leur travail de deuil, s'était mis en tête, voilà, c'est leur dernière sépulture, on sait que l'avion est là, comme pour Chamanchek, c'est là, on ne va pas aller chercher les corps, on les laisse, c'est là qu'ils sont morts. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de témoignages de Français, quand ils ont appris qu'il y avait cette campagne pour remonter les corps, qui étaient outrés en disant, mais c'est pas possible, laissez-les en paix, on ne touche pas les corps, ça c'est culturellement, on a ça dans toutes les cultures. On a besoin d'avoir les corps. Quand on les a pas, on les symbolise par des rituels funéraires ou des plats commémoratifs, des choses comme ça. Et quand les personnes sont mortes quelque part, on les laisse en paix. Et pourquoi les Brésiliens ont voulu absolument alors? Il y avait des problèmes d'enjeux diplomatiques parce qu'au Brésil, sauf erreur, pour que les démarches administratives puissent être faites, il faut avoir le corps matériellement. Donc ils avaient besoin de récupérer les corps pour acter du décès. En France, non. Mais il y a eu quelque chose symboliquement très fort, c'est que tous les corps n'ont pas pu être remontés. Ça a été compliqué. D'ailleurs, les journalistes disaient un certain nombre de corps ont été remontés. Il reste des cadavres dans l'eau. Vous imaginez, pour les proches, c'est extrêmement violent, ce terme de cadavre. Et le décalage aussi de certains médecins légistes disant, voilà, les corps sont en bon état, pour des légistes, pas pour des familles. Donc nous, on a géré la réalité des familles. Et c'est vrai qu'en termes communicationnels, souvent, il y a un décalage très fort sur les termes techniques, les impératifs, j'entends bien, politiques qui sont à l'œuvre, et puisque l'humanité dont ont besoin ces personnes endeuillées. On en vient aux questions SMS et Internet de C'est dans l'air. Alors, Alain Burry, première question. Des boîtes noires ayant séjourné plusieurs mois en haute mer sont-elles encore exploitables? Très certainement. Actuellement, les enregistreurs sont des enregistreurs numériques, c'est-à-dire que des années après, ils seront très certainement exploitables. En revanche, les boîtes noires contiennent une batterie à l'intérieur qui permet d'émettre des signaux. Oui. Ces signaux, forcément, quelques semaines après, auront disparu. Quelques semaines après seulement? Bien sûr, parce que la validité de la batterie... Donc si on les retrouve, les boîtes noires du MH370, on pourra exploiter ce qu'il y a à l'intérieur. En revanche, on ne peut plus repérer par signal de leur mini-transpondeur, en quelque sorte. Et après, non, on ne pourra pas retrouver les boîtes noires par ces signaux émis. Mais en revanche, si on les retrouve et qu'elles seraient intactes, comme ce sera certainement le cas, on pourra les exploiter. Quand on dit, autre question, Michel Polaco, que cherche-t-on quand on parle de chercher les débris via des images satellites? Alors, il est intéressant de voir, en analysant toutes les images satellites, si, maintenant surtout qu'on a trouvé des débris, si on arrive à en retrouver certains qui permettraient justement d'avoir des informations sur ces dérives. Peut-être que ça permettrait... Et les satellites peuvent montrer ça, peuvent éventuellement repérer. Il faut dépouiller tout ce qui s'est fait dans le monde comme images satellites, les spots, les Landsat et tous les systèmes américains, russes, européens, etc. Et voir maintenant qu'on a une sorte de trajectoire, si vous voulez, entre une zone du sud de l'océan Indien et la Réunion, et voir si on arrive à retrouver des choses comme ça. Franchement, c'est très aléatoire, mais c'est une chose qu'il faut faire. Ça fait partie... Autre question, une prise de contrôle à distance de l'avion est-elle possible? Théoriquement, elle est envisageable. Et d'ailleurs, Boeing a déposé un brevet en ce sens il y a quelques années. Ah oui. Mais entre déposer un brevet et le mettre en œuvre sur un avion, il y a tout un monde. Et il est exclu que ce type de technique soit mise en œuvre sur des avions civils, parce que ça supposerait que l'avion ait été certifié pour cela. Ça veut dire, attendez, vous êtes en train de nous dire que les compagnies qui fabriquent des avions, Boeing, le concepteur d'avions, conçoit aussi le système pour le contrôler à distance? C'est des drones. Ils fabriquent des drones. Aujourd'hui, il y a des drones et rien n'interdit dans l'avenir que les avions civils soient des espèces de drones. Oui, c'est tout de même dangereux en même temps. On offre à ceux qui pourraient nuire à l'avion la capacité de modifier sa trajectoire. Le boulot des ingénieurs, c'est d'imaginer des choses. La preuve, c'est que sur les drones, ça sert, puisque aujourd'hui, en gros, l'aviation militaire est en train de se droniser. En revanche, sur les avions civils, à mon avis, on n'en est même pas encore au moment du débat. On sait le faire depuis très longtemps. N'oubliez pas que la navette spatiale russe Buran, elle a décollé de la Terre, elle s'est reposée sans qu'il y ait personne à bord. Et que les Américains ont fait voler un Boeing 707, un Boeing 727 pour faire des essais de crash et des études sur le crash de passagers sans qu'il y ait personne à bord. Totalement comme un drone. 707. Oui, totalement comme un drone. On sait le faire depuis presque avant la guerre, si vous voulez. Simplement, je vous dis tout de suite, le niveau de sécurité qui est offert
par l'avion piloté du sol par rapport à l'avion piloté du vol, il n'a rien à voir. Les Américains ont planté 400 drones depuis 10 ans. 400 drones, c'est pas rien du tout. Parce que le pilote au sol, évidemment, il n'est pas aussi... Oui, puis il se passe des choses à bord qu'on n'avait pas prévues et il n'y a pas quelqu'un à bord pour contrer et trouver des solutions. On a un peu de temps. Je pense que la principale question, c'est celle de l'intégrité des communications. Et le fait que des communications puissent être éventuellement détournées par des personnes malveillantes qui prendraient le contrôle de l'avion à l'insu de ceux qui sont chargés de le piloter. Là, ça aurait pu arriver ? Je ne pense pas. Je pense que techniquement, le système n'était pas installé sur l'avion. Autre question, la possibilité d'une dépressurisation après le dernier changement de cap du MH370 est-elle sérieusement envisageable ? Ça peut être une hypothèse, bien évidemment, mais il faut savoir que l'avion a changé plusieurs fois de cap. Oui. Donc s'il y a une dépressurisation brutale, on peut supposer que le pilote essaie de descendre l'avion, c'est une procédure habituelle, se protège, descend l'avion, change de cap, mais il y a eu d'autres changements de cap après. Oui. Donc il y a forcément une intention malveillante. Autre question, si les enquêteurs découvraient ou soupçonnaient que le MH370 a été abattu par les Américains, le révéleraient-ils ? Écoutez, d'abord, si la justice française, après les analyses... bien sûr qu'elle le révélerait. Elle le dira. Il n'y a aucun doute, bien sûr qu'elle le révélerait. Nous, on est des alliés des Américains. C'est pas une raison. Vous n'imaginez pas une seconde qu'on puisse tolérer. D'ailleurs, quand les Américains ont abattu un Airbus, à une époque, on n'en fabriquait pas beaucoup en plus. On n'avait pas envie, iranien, on n'avait pas vraiment envie qu'on dise que les Airbus fabriqués en Europe étaient des cochonneries. Donc, si vous voulez, non, ça s'est su tout de suite. Je veux dire, l'Airbus qui a été abattu, ça s'est su tout de suite. Donc là, ce serait le cas, on le dirait. Non, mais bien sûr qu'on le dirait, évidemment. Mais vraiment, je vous dis tout de suite, cette hypothèse, à mon avis, est à laisser au rencard. Normalement, un avion a une quantité de carburant suffisante pour son vol. Quelle était l'autonomie du MH370 ? Son vol, plus les réserves légales, plus que le commandant de bord avait décidé de mettre à bord. On sait maintenant que c'était de l'ordre de 8h15, 8h30 pour un vol de 5h30. Bon, donc ça veut dire qu'il peut être aussi tombé parce que là, au bout de 8 heures et des poussières, il y a un moment où ça s'arrête. Il n'avait plus d'essence. Il y a un moment où les réservoirs sont vides. De toute façon, cet avion est allé au bout de ses réserves. Oui. L'hypothèse qui est faite par les Australiens, effectivement, pour délimiter la zone de recherche, c'est que l'avion est allé au bout de sa réserve de carburant et qu'il a fini son vol à court de carburant. À quand, autre question, un autre dispositif, ou en tout cas un dispositif embarqué de repérage bien plus fiable que les dispositifs actuels ? C'est envisageable, ça ne l'est pas actuellement. Je reviens sur ces problèmes de réserve de carburant. Il y a une chose qu'on ne sait pas. Cet avion a volé 8 heures, mais on ne sait pas s'il a volé à 1000 mètres ou s'il a volé à 10 000 mètres. La vitesse sol n'a plus rien à voir. On passe de 400 km/h à 800 km/h. Ça n'a plus rien à voir. Ouais. Dernière question, pourquoi les boîtes noires ne sont-elles pas insubmersibles ? La réponse, c'est que l'OACI, enfin, a décidé qu'on allait inventer un système de transmission de données en permanence à partir des avions et qu'on allait envisager aussi des boîtes éjectables de manière à ce que dans ces situations extrêmement rares, on n'ait quand même pas ces incertitudes qui sont extrêmement pesantes.